Et bienvenue pour ce premier atelier du Campus Asie. Donc je me présente, je suis Élodie Baria, responsable régionale Asie-Pacifique pour BPI France. Et aujourd'hui, pour notre première thématique qui est quelle perspective économique après la crise du Covid en Asie, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Pierre Allégret. Bonjour. Bonjour Pierre, qui est chef du bureau Asie, Amérique, Océanie de la Direction générale du Trésor, et de François Corbin. Bonjour. Bonjour François, qui est vice-président du MEDEF et représentant spécial du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères pour les relations économiques avec les pays d'ASEAN. Dans un premier temps, on va avoir un échange. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour les personnes qui ne sont pas présentes et qui sont derrière leur écran, je regarderai de près les questions qui seront posées dans le chat. Voilà. Alors, dans un premier temps, Pierre, pour quelle reprise économique attendons-nous aujourd'hui en Asie ? Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, si on fait un petit point sur la situation actuelle, sur ce que l'on entend en ce moment là au début de l'automne, et je pense que tous les participants qui sont actifs avec la zone Asie verront cela, c'est vrai qu'il y a une différence entre ce qu'on peut constater en Asie et ce que l'on vit nous en Europe où on est en pleine reprise. Aujourd'hui en Asie, il y a beaucoup de pays pour lesquels il y a plutôt une phase de ralentissement ces dernières semaines et ces derniers mois. Qui est dû au fait que par rapport à l'an dernier, où en zone Asie on avait plutôt bien vécu la crise sanitaire parce que les pays étaient bien préparés aux épidémies, ils avaient de l'expérience dans le passé, ils avaient réussi avec des tests et avec des confinements plus localisés à gérer l'épidémie. Aujourd'hui ils ont beaucoup plus de mal à faire face notamment au variant Delta, qui est beaucoup plus difficile à contenir et qui nécessite réellement la vaccination. Or, beaucoup de pays d'Asie, si on exclut la Chine notamment, ont pris des retards dans leur politique de vaccination. Si on prend un pays même comme le Japon, qui est très développé, il avait pris un certain retard, qu'il a rattrapé maintenant, il est à peu près au même niveau de vaccination que la France par exemple, et ça pèsera forcément sur les chiffres de reprise 2021. Et il y a des pays d'Asie du Sud-Est, alors qui ont toujours de très fortes perspectives, mais qui aujourd'hui encore, si on prend l'Indonésie ou même plus loin l'Inde, qui sont encore sous 20% de la population qui est doublement vaccinée. Donc pour ces pays-là, en fait, on est aujourd'hui dans une vague un petit peu plus difficile que l'an dernier. Tout ça, ça fait que la reprise économique, elle est très très différenciée. On a évidemment la Chine, toujours en moteur, qui a plus de 8% de croissance attendue pour cette année. Mais d'autres pays de la zone, on est progressivement en train d'ajuster. Tous les économistes réduisent un petit peu ce que l'on doit attendre de 2021, avec le Vietnam par exemple, qui est toujours un très beau moteur, qu'on attendait à plus de 6% et qui sera peut-être plutôt en dessous de 5%. Bien sûr. Le Japon qui sera sans doute en dessous de 3, peut-être l'Indonésie un peu au-dessus de 3%. Donc on a comme ça aujourd'hui on vit une situation un petit peu différenciée. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une incertitude très forte sur la reprise parce que dans beaucoup de pays de la zone, il y a des parts d'économies qui sont particulièrement affectées. Donc toutes les économies informelles ont beaucoup plus de mal forcément à se remettre de plusieurs mois de mesures sanitaires et de confinement. Donc c'est plus dur de les faire repartir. Les plus petites entreprises sont toujours plus affectées que les plus grandes. Et puis le secteur du tourisme est très frappé, quoi. Puis enfin, très concrètement, ce qui empêche un petit peu de profiter pleinement de la reprise, et ça je pense que tous les participants le vivent, c'est qu'aujourd'hui il est encore très difficile de se rendre en Asie. Donc même s'il y a des signaux de reprise de façon localisée, c'est très difficile de prendre l'avion, d'aller voir ses activités sur place ou d'aller en développer. Donc tout ça, ça rend la reprise il y a un petit peu difficile en ce moment pour la reprise économique en Asie ou pour en profiter. Les chaînes de valeur ont été assez perturbées avec la crise sanitaire. Quelle perspective pour le commerce international en fait, avec la zone ? Alors avec la zone, pour le coup, les perspectives sont plutôt fortes. Si on se projette un petit peu plus loin, donc on pense quand même que la vaccination va réussir, quitte à attendre l'été peut-être 2022 pour les pays les plus en retard. Mais en revanche, après, les perspectives vont être vraiment très fortes de commerce international avec les pays de la zone. Ce qu'il faut voir déjà, c'est que comme ils avaient plutôt mieux résisté en 2020, il y a plusieurs pays qui ont déjà dépassé leur niveau de production d'avant-crise. C'est le cas évidemment de la Chine, du Vietnam, c'est le cas aussi de l'Indonésie au fond. Et donc il y a quand même une base qui est relativement forte. Ce qu'il y a aussi, c'est que structurellement, la zone bénéficie de toute façon d'atouts qu'on va retrouver après la crise. Sur le fait qu'il y a des populations très jeunes, l'Indonésie ou l'Inde ont un dividende démographique, donc la part de la population active dans la population va encore croître dans les années à venir.
Il y a des besoins en infrastructure qui sont très bien identifiés, où il y a des financements internationaux et locaux et qui devraient développer les perspectives de la zone. Et puis, comme tout le monde, l'économie s'est largement numérisée à la faveur de la crise. Donc il y a quand même des relais de croissance qui vont être trouvés. Et surtout sur le commerce mondial, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vrai que les chaînes de valeur ont été extrêmement perturbées. Elles le sont toujours à certains égards. Mais en termes de politique publique, les décisions qui ont été prises au cours des derniers mois vont aussi vers un renforcement du commerce pour les pays de la zone. Je pense typiquement en fin d'année 2020, malgré la crise sanitaire, les pays ont conclu l'accord commercial le plus vaste en termes de couverture géographique, qui est le RCEP, qui regroupe Chine, Japon, Asie du Sud-Est. Donc les pays ont plutôt décidé d'aller vers une plus grande intégration, encore davantage échanger. Donc ça va encore dynamiser la zone et le commerce dans la zone. Même si aujourd'hui, à très court terme, encore une fois, sur la reprise du commerce international, c'est encore une fois des contraintes assez concrètes qui pèsent, qui sont que, vous devez le constater aussi, il y a des très forts engorgements de transport de marchandises et des coûts qui ont monté et difficulté de les porter. Mais ça montre aussi qu'il y a encore des perspectives très fortes de commerce. Concernant la Chine, elle affiche une très forte croissance. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut attendre de ce pays ? Alors oui, on attend toujours une très forte croissance, c'est clair. Je le disais, plus de 8% cette année et pas ce même niveau ensuite, mais quand même une croissance très dynamique. C'est aussi toujours un pays de forte innovation. Il y a beaucoup de politiques publiques et des plans nationaux qui ont été mis en place qui permettent de développer des technologies avancées, c'est clair. Maintenant, il faut aussi signaler aujourd'hui, on le voit, qu'il y a beaucoup de préoccupations des économistes sur des points plus structurels de l'économie chinoise. Il y a notamment l'endettement général de toute l'économie qui peut préoccuper un peu. On l'entend en ce moment, vous le voyez en ce moment, il y a des fortes préoccupations autour de la restructuration du groupe immobilier Evergrande. Donc tout le monde se pose un peu la question de à quel point est-ce que l'endettement n'est pas trop fort. Il y a aussi toutes les actions de reprise en main de secteurs du numérique qui ont été lancées par le gouvernement, qui posent aussi des questions sur comment va évoluer la structuration de l'économie privée. Et de façon générale, ça reste un environnement des affaires difficile. Déjà, premièrement, parce qu'en Chine, c'est particulièrement difficile aujourd'hui de se déplacer. C'est particulièrement difficile de s'y rendre, y compris pour aller dans des filiales ou des activités existantes. Donc ça rend très difficile de profiter de cette reprise à court terme. Et puis, la Chambre de commerce de l'Union européenne, dans son rapport annuel qu'elle a publié récemment, pointe encore une fois des difficultés d'accès au marché et d'environnement des affaires. Donc c'est clairement une perspective et un moteur de croissance mondiale, mais ça peut être compliqué d'en bénéficier à très court terme. François, est-ce que vous pourriez nous parler plus spécifiquement de la zone ASEAN ? Alors bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je voudrais vous dire que je suis vraiment très heureux de pouvoir avoir cette occasion de parler de l'ASEAN, parce que je suis personnellement convaincu qu'il y a plein d'opportunités pour nos entreprises françaises et qu'on ne les saisit pas assez simplement parce qu'on ne se connaît pas assez. On ne se connaît pas assez mutuellement. Et donc merci à BPI de me donner cette occasion d'avoir cette tribune pour parler de l'ASEAN. Alors l'ASEAN, comme vous le savez, c'est 10 pays qui sont situés au sud-est de la Chine. L'actualité nous amène à parler beaucoup d'Indo-Pacifique. Si vous faites un grand cercle Indo-Pacifique qui va de l'Inde au Japon à l'Australie, vous prenez le centre du cercle, et vous êtes en ASEAN. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qui va se passer dans le monde dans les années à venir, sur le plan économique, eh bien l'ASEAN est au cœur de tout ça. Une zone qui va fortement bouger et l'ASEAN est au cœur de cette zone. Alors l'ASEAN, c'est une organisation qui est au départ politique, mais aussi économique et culturelle. Et en fait, ce sont les acteurs économiques qui ont donné de plus en plus une composante économique à l'ASEAN en intégrant des chaînes de valeur dans les différents pays. Chaînes de valeur automobiles et électroniques en particulier. Pour donner quelques chiffres, et je pense que c'est important de bien avoir en tête, l'ASEAN, en 2019, donc avant la pandémie, c'était plus de 3 000 milliards de dollars de PIB. 3 000 milliards de dollars, c'est l'équivalent de la totalité du continent africain ou du continent sud-américain. Et ça sur un périmètre assez restreint, d'environ, il y a 6 pays majeurs qui font l'essentiel de ce PIB, donc un PIB important. Si on prend le PIB par habitant maintenant, vous avez donc 2 pays avec des PIB très élevés qui sont Brunei et Singapour. Vous avez 2 pays intermédiaires, la Malaisie et la Thaïlande, qui sont entre 8 et 12 000 dollars par personne et par an, et puis la plupart des pays qui sont entre 3 et 5 000. Mais ça veut dire que dans chacun de ces pays, vous avez une partie significative de la population qui a un bon pouvoir d'achat.
Le PIB aussi, il est fait à 80% d'industrie et de services. Ce ne sont pas des pays agricoles, ce sont des pays d'industrie et de services. Et ce qui est le plus frappant, c'est que pendant les 20 années qui ont précédé la crise Covid, eh bien, la croissance a été en moyenne de 5% par an. Donc très 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 dynamique. François, est-ce que vous pouvez mettre votre... Merci. Très bien. Et du coup, quelles sont les raisons de cette croissance ? Alors, je pense qu'il est important de bien comprendre les raisons de cette croissance pour voir comment se projeter dans l'avenir. La croissance, fondamentalement, elle a 4 raisons. La première, c'est la très grande ouverture au monde de ces pays sur les 30 dernières années. Ouverture au monde de plusieurs façons. Tout d'abord sur leurs dispositifs réglementaires, fiscaux, etc., qui ont fait que beaucoup d'investisseurs, japonais je pense au départ, ont été intéressés par investir dans la zone. Et puis Pierre mentionnait le RCEP, je pense qu'il y a réellement une volonté de ces pays-là de s'intégrer, de s'ouvrir au niveau de l'ASEAN d'abord, mais aussi au niveau de l'Asie et plus généralement au niveau du monde. On a des accords de libre-échange qui ont été signés par exemple entre l'Union européenne et Singapour et tout récemment le Vietnam, qui sont des signes tout à fait significatifs. Donc ouverture au monde. Deuxième facteur, c'est que ce sont des pays qui constituent des bases extrêmement compétitives pour exporter dans le monde entier. Exporter en Asie, exporter au-delà, avec une main-d'œuvre, des coûts de main-d'œuvre faibles et une main-d'œuvre qui est soit compétente, soit qui a une grande soif d'apprendre. Je peux en témoigner personnellement dans mon expérience passée, des gens qui adorent se former et qui évoluent très vite dans leurs compétences. Ça, c'est donc les 2 premiers critères. Le troisième, c'est que en investissant, en se développant, eh bien, la population s'est enrichie et on voit aujourd'hui une classe moyenne qui émerge de l'ordre de 150 millions sur la zone, ce qui est significatif. Et une classe moyenne qui a des besoins quantitatifs, bien sûr, mais aussi qualitatifs, et on pourra y revenir. Et puis le dernier point, c'est que ce sont des pays qui, en général, sont assez peu endettés, typiquement 50-60% du PIB, ça peut nous faire rêver en Europe par certains côtés, et donc qui ont des marges de manœuvre, qu'ils peuvent utiliser pour booster la croissance dans les années à venir. Le Covid a un impact. Est-ce que, cette dynamique semble quand même assez stoppée. Est-ce que vous pensez que ça peut repartir Alors, je m'inscris tout à fait dans ce que Pierre disait, il le décrivait très bien. Ce sont des pays qui ont été peu touchés par les premières vagues et qui, de ce fait-là, ont pris du retard dans leur campagne de vaccination, à l'exception de 3 pays qui sont Singapour, la Malaisie et le Cambodge. Le variant Delta est arrivé, beaucoup plus contagieux, vient les toucher et donc ils sont touchés actuellement. Et donc si on regarde l'impact au niveau de l'économie, il y a eu un premier impact l'année dernière, en 2020, où les pays de l'ASEAN ont été touchés par la baisse de leurs exportations du fait que nous-mêmes on ralentissait. En 2021, c'est plutôt les mesures de confinement, qui sont quelquefois très strictes, comme au Vietnam en ce moment, qui réduisent la consommation intérieure. Et je dirais sur l'ensemble des années 2020 et 2021, il y a le tourisme bien sûr, et ça peut durer, qui a été bien sûr fortement impacté, et certains pays comme la Thaïlande ont une part significative de leur activité qui sont liées au tourisme. Cela dit, je crois qu'il est important de se projeter dans l'avenir à partir de là. Bon, d'une part, les chiffres, vous prenez 2020 ASEAN moins 4%, 2021 plus 3,1%, donc ça fait moins 0,9% sur l'ensemble des années, donc grosso modo 2 années blanches au total en termes de croissance. Mais si vous réfléchissez bien à ce qui va se produire à l'avenir, d'une part, rappelons-nous dans quel état d'esprit nous étions ici il y a un an. Extrêmement pessimiste. On n'imaginait jamais que l'année 2020 serait celle que nous vivons cette année. Et on n'est pas à l'abri d'avoir la même bonne nouvelle l'année prochaine en Asie. Et puis le deuxième point, c'est que les causes structurelles que j'évoquais sur la croissance, eh bien, elles sont permanentes, elles sont structurelles et elles vont rester après le Covid. L'ouverture au monde, elle existe et je dirais même qu'elle s'accélère. On voit des pays qui prennent des nouvelles mesures pour s'ouvrir encore plus en ce moment. C'est le cas de l'Indonésie, par exemple. Deuxième cause qui est la compétitivité à l'export. La compétitivité à l'export, d'une part, elle demeure, mais en plus, dans les approches de relocalisation de chaînes de valeur, notamment de nos amis japonais et coréens, l'Asie du Sud-Est est très clairement un endroit où on investit massivement. La consommation intérieure, alors il est certain que les populations sont touchées, mais je dirais, et on ne peut pas s'en réjouir, mais les classes moyennes supérieures, en fait, sont les moins touchées. Ce qui fait que la consommation intérieure de biens de qualité
elle reste assez élevée. Et puis la dette, alors il y a des plans de relance, mais qui sont relativement modestes, typiquement de l'ordre de 5% du PIB, ce qui fait qu'on reste à des niveaux d'endettement qui sont assez faibles. Ce qui fait que moi, je suis convaincu, vous voyez, qu'une fois que ces 2 années blanches seront passées, on peut revenir assez rapidement à des rythmes de croissance de 5% par an. Et du coup, quels sont les secteurs porteurs pour nos entreprises? Alors, cette mission de représentant spécial du ministre m'a été confiée il y a 1 an et demi et j'ai fait un tour assez exhaustif de tout ce qui se passe dans ces pays-là. Et j'arrive un peu à une segmentation assez simple des opportunités qu'il y a. Et je voudrais insister sur le fait qu'il y a beaucoup d'opportunités. La première opportunité, ce sont les grands projets d'infrastructure. Je crois que c'est le FMI qui dit que les besoins seront de l'ordre de 260 milliards de dollars par an en ASEAN dans les années à venir. Routes, autoroutes, ports, aéroports, ferroviaires, numérique. Et là, honnêtement, il est quelquefois difficile d'être en rang 1 parce qu'on est souvent dans des financements qui sont japonais ou chinois. Mais on a une expertise en France qui est extrêmement appréciée en rang 2, en s'appuyant sur un partenaire local, et en apportant et en vendant très bien notre expertise. Donc ça, c'est le premier type de business, ce sont les grands projets. Deuxième type d'activité possible, c'est d'aller s'implanter là-bas pour mettre une base de production de biens ou de services qui va rayonner sur l'Asie, parce que c'est extrêmement bien placé pour exporter dans le reste de l'Asie. Et ce faisant, n'ayons pas d'état d'âme, quand on se renforce en Asie, on renforce nos bases françaises en même temps. Et donc on contribue à l'emploi français de la même façon. Donc base de réexport. Troisième domaine, et je pense que c'est là que la méconnaissance est la plus élevée et où il y a vraiment des opportunités à portée de main qu'on ne saisit pas, c'est l'accès au marché intérieur. Vous avez une classe moyenne qui émerge, qui achète des produits qu'ils n'ont jamais achetés, que leurs parents n'ont jamais achetés. J'ai travaillé chez Michelin, je peux vous dire que pour les pneus, c'est vraiment le cas. Vous achetez une voiture, vous allez changer vos pneus, vous allez faire attention à ce que vous mettez. Vous mettez des produits de qualité, de marque. Et ça, c'est très vrai. Les classes moyennes sont demandeuses de sécurité, de qualité, de sécurité numérique, sécurité alimentaire. L'image de la France est excellente. Et quand on arrive avec un produit, une marque française, on a des atouts considérables. On ne se connaît pas assez. Je crois qu'il y a 2 domaines particuliers sur le marché intérieur où je crois que j'ai la perception que ce sont des mondes qui sont faits pour s'entendre mais qui ne se connaissent pas beaucoup. C'est l'agriculture. Il y a des besoins considérables dans l'agriculture en termes de compétences, de développement et du potentiel. Et nous, on est une nation agricole avec plein de savoir-faire dans le domaine. Et la santé. La santé où on a des expertises sur la conception d'hôpitaux. Je crois que l'Indonésie construit 100 hôpitaux par an, par exemple, en ce moment, sur les maisons de retraite, etc. Donc le marché intérieur. Et puis bien sûr, il y a le numérique. Le numérique, l'ASEAN se numérise à très grande vitesse et les pays clés c'est Singapour et la Malaisie en la domaine, mais tout ce qu'on pourra faire aussi pour les rejoindre dans le numérique. Et je pense que, vous voyez, sur un plan un peu géopolitique, je pense que plus l'Europe et l'Asie du Sud-Est se rapprocheront sur le plan numérique pour faire un pilier solide ensemble, et mieux tout le monde se portera. Je voudrais conclure juste pour dire, vous savez, en ASEAN, on est vraiment bienvenu. Moi, quand j'y vais, je vois les communautés d'affaires, je vois les autorités au plus haut niveau, les dirigeants de ces pays. Je verrai encore le Premier ministre vietnamien dans quelques jours. Eh bien, on est vraiment bienvenu, mais on n'est pas attendu. C'est vraiment le moment d'y aller. On a couvert un certain nombre de pays. Est-ce qu'il y a d'autres pays auxquels vous pensez qu'il serait important en fait de mentionner? Moi, je pense qu'il faut parler aussi un tout petit peu de l'Inde pour compléter tout le tableau qu'on a dressé là. L'Inde qui sera quand même assez rapidement la première puissance démographique mondiale, et puis dans les plus grosses économies, probablement la 5e économie mondiale. Alors c'est clair qu'encore une fois, comme toute la zone, il y a des défis importants. L'Inde a été particulièrement frappée par la crise sanitaire dès 2020 pour le coup. Et là, les perspectives de reprise sont un petit peu réduites par rapport à ce qu'on espérait. On espérait une croissance de plus de 12% en 2021. Ça sera sans doute un peu en dessous de 10, voire même plus bas. Bon, ça reste aussi difficile du fait des rythmes de vaccination. C'est une économie qui était déjà un petit peu en ralentissement avant la crise sanitaire, donc qui partait avec quelques difficultés et qui a des défis importants. Notamment le fait qu'il y a un dividende démographique, c'est aussi un défi qu'il faut avoir en tête. Ça veut dire que pour un pays comme l'Inde, il faut intégrer, former et intégrer sur le marché du travail chaque mois plus d'1 million de nouvelles personnes. Donc c'est des défis extrêmement importants. Il n'y a pas eu vraiment de transition industrielle, donc il y a encore une très grande part, plus de la moitié de la population qui est dans le secteur rural avec une production assez faible au total. Donc on retrouve un peu ce qu'on voit dans certains pays d'ASEAN où il y a un besoin de transformation des produits.
Mais avec tout ça, il y a quand même beaucoup de perspectives qui sont très importantes. On suit de très près. Alors c'est un marché qui peut être difficile d'accès, surtout pour des PME et ETI, mais on le suit de très près parce que dans l'avenir, ça restera quand même une puissance très importante. Si on prend des secteurs, typiquement, en termes de numérique, aujourd'hui, l'Inde est en fait le premier consommateur de données. C'est là où on peut trouver le plus d'utilisateurs d'applications. Si on prend le secteur des villes, c'est un pays qui va encore connaître un développement urbain extrêmement fort. On s'attend à avoir plusieurs centaines de millions d'habitants qui vont passer de la ruralité à la ville dans les projets à venir. Et c'est un projet qui est très bien pris en compte par le gouvernement qui lance des projets importants d'investissement, y compris avec des financements internationaux, avec des financements de l'Agence française de développement chez nous, et donc que l'on peut accompagner et proposer des services dans ce domaine-là. C'est un pays qui s'est par ailleurs extrêmement déjà développé dans pas mal de domaines. Donc par rapport au tableau général qu'on peut avoir du pays, il y a des secteurs, notamment les services, mais aussi dans le pharmaceutique ou dans parfois la microélectronique, où ils peuvent être déjà relativement avancés et où ça peut être intéressant d'avoir des partenariats. Donc ça, c'est un pays aussi que l'on suit d'assez près. Je pense qu'il y a des caractéristiques qu'on retrouve avec ce qu'a cité François, notamment sur le fait que parfois il peut être intéressant plutôt de bien étudier la structuration locale et de se positionner plutôt en partenariat avec des acteurs locaux, qui peut être parfois plus difficile d'arriver uniquement tout seul en étant un acteur français et pas forcément connu de là-bas, et on peut plutôt se rapprocher des acteurs déjà bien présents qui sont toujours preneurs de partenariats. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Bonjour, messieurs. Donc, je suis Frédéric Brunner. On m'entend là? Un peu plus. Donc, Société French Art de Vivre. Et je travaille depuis 5 ans dans les pays de la SEAN, dans le domaine de la gastronomie, c'est-à-dire je fais la promotion des spécialités françaises. Et j'exporte. Donc ce que vous avez dit, donc messieurs Allégret et monsieur Corbin, c'est tout à fait juste, je confirme. Je confirme. Malheureusement, on ne peut pas y aller en ce moment. Mais comme tout Français qui se respecte, j'ai trouvé une combine. Si ça vous intéresse. Donc il faut prendre l'avion jusqu'à Hong Kong, et après un petit avion jusqu'à Hanoï, et après le train jusqu'à Ho Chi Minh. Ça marche. Et donc je suis établi à Kanto. Voilà, donc on reste dans l'attente, on se fait connaître pour la sortie de la crise. Et là, ça va exploser, oui, je suis d'accord. Et si je peux réagir sur votre témoignage, vous voyez, je pense qu'il est important d'avoir en tête que ce ne sont pas que les grands groupes qui peuvent aller là-bas. Non. Vous avez beaucoup de TI, je pense, dans le domaine de la gastronomie. Alors, oui, complètement. Oui, oui. Hein. Les habitants de ces pays-là sont très friands de produits français. Exact. Et on peut vendre avec des marges qui sont excellentes. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas actuellement. Mais je pense que enfin, je suis très heureux de vous avoir ici parce que c'est un très bon exemple de réussite dans ces pays-là. Et ce sont des pays magnifiques. Ce que je voudrais dire aussi, vous voyez, j'ai fait des réunions de temps en temps avec les CCE locaux. C'était très intéressant parce que les conseillers du commerce extérieur, c'est des gens qui vivent dans ces pays-là et qui vivent le pouls de ce pays. Au Vietnam, ils m'ont dit, vous savez, c'était avant Covid, hein, ils m'ont dit que quand une entreprise française, quelle que soit sa taille, vient 3 fois en 18 mois et rencontre les mêmes personnes 3 fois de suite, elle repart avec un contrat. Et trop souvent, on y va pour voir, et puis on revient 3 ans après, et puis on revient pour voir. En Asie, une clé du succès, c'est la relation individuelle. Le réseau. Et le fait de dire, et je pense que c'est sûrement ce que vous avez fait, un peu de ténacité, de faire confiance, de créer la confiance, et derrière, les portes s'ouvrent. Oui, c'est juste. Mais on n'a pas besoin d'aller pendant 18 mois, hein, ça va plus vite. Si vous avez le bon relationnel, ça va vite. Peut-être juste sur la connectivité, je peux confirmer qu'aujourd'hui, quand on a des échanges avec les administrations des pays d'Asie ou entre des ministres français ou même européens avec les pays d'Asie, le sujet numéro 0 est toujours la connectivité et comment est-ce qu'on peut faciliter. Et dans le détail, avec à chaque fois, on sait que Singapour, par exemple, a conclu des accords avec certains pays pour faciliter l'arrivée des personnes vaccinées. C'est quelque chose qui est recherché et ça va même jusqu'à la fréquence des lignes aériennes et dans ce détail-là. C'est vraiment la préoccupation première qu'on comprend et qu'on essaye de résoudre.
Bonjour, Sylvain Gillet. Donc, je suis président d'un projet qui s'appelle Faune, qui est de l'arboriculture, installer une filière de la pomme en Chine. Voilà. Moi, ma question, donc le projet avance pour la Chine, mais ma question ça a été toujours de se dire, est-ce que c'était pas mieux de s'installer au Vietnam, on va dire avec des relations quand même qui ont été assez structurées avec la France, avec des avantages et des inconvénients aussi, parce que bon, la fin a été rude. La décolonisation, ça a quand même marqué un petit peu les Français, pour certains. Donc, et puis exporter, voilà. Donc, je ne sais pas si on doit jouer le Vietnam ou la Chine, parce que la Chine, c'est pas toujours évident. On est bien d'accord pour l'obtention des terres, pour un certain nombre de choses. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas pas forcément donner de recommandations comme ça, mais c'est clair qu'on observe aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui ont déplacé des activités depuis la Chine continentale vers le Vietnam. Parmi les facteurs, il y a certes le sujet de l'environnement des affaires, il y a aussi le sujet plus simplement des coûts de production qui ont quand même monté en Chine avec le développement du pays récemment. Donc ça, c'est une tendance qui existe effectivement. Pour parler du domaine agricole, quand je rencontre les autorités de ces pays-là, systématiquement, ils me parlent d'agriculture. Et pourquoi ils m'en parlent? Parce que je vous ai dit que le PIB, c'est 80% industrie et services. La population agricole, en général, c'est 40 à 50%. Si vous faites un petit calcul rapide, vous vous rendez compte que les populations agricoles sont un peu les laissés pour compte de l'enrichissement de ces pays-là. C'est laissé pour compte souvent parce qu'ils ont des rendements qui ne sont pas assez bons et ils ont quelquefois des débouchés qui ne sont pas suffisants. Alors je parlais de la Birmanie. Alors la Birmanie est entre parenthèses en ce moment, mais quand j'y suis allé il y a 18 mois, j'avais rencontré Aung San Suu Kyi d'ailleurs. En Birmanie, il y a une production excédentaire de fruits et de légumes qui pourrissent sur place ou qui sont envoyés à très bas coût en Chine. Eh bien, on développerait une industrie de transformation en Birmanie. On créerait de la valeur pour les entreprises françaises, on aiderait les populations locales à s'enrichir et on contribuerait au succès du pays. Et je crois que tout le monde serait gagnant. Et je pense que vous voyez, on est vraiment, si vous allez dans ces pays-là, avec un savoir-faire et que vous êtes prêt à transférer du savoir-faire au monde agricole, vous allez être accueillis à bras ouverts. Alors je ne vous dis pas de le faire à la place de la Chine. Ce que je vous dis, c'est que, parce que je n'ai pas la compétence pour vous dire ça, mais par contre ce que je peux vous dire, c'est que vous serez bien accueillis et vous aurez les supports pour y arriver. D'autres questions? C'était très complet alors, c'est ça? J'ajoute qu'on est en retour très preneur aussi de vos retours d'expérience sur ce que vous constatez comme ça. C'est très utile d'avoir ça, savoir ce que les entreprises vivent vraiment. Oui, bonjour et merci pour vos interventions. J'ai une question plus géopolitique. Effectivement, il y a les stratégies indo-pacifiques de l'Europe, de la France, de différents pays. Comment est-ce que cela va interférer possiblement sur les échanges économiques? Pensez-vous qu'il y aura un lien de ces stratégies un petit peu globales avec les relations économiques qu'on va pouvoir mettre en place en bilatéral, par exemple Europe, ASEAN, France, ASEAN? C'est pas clair ma question, je recommence. Si je comprends bien votre question, c'est est-ce que les tensions géopolitiques qui existent vont pas avoir un impact sur la reprise des échanges? C'est ça, oui. Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner, qui est que la plupart des pays de la zone Indo-Pacifique sont pas du tout preneurs d'avoir une tension binaire entre deux pays et de devoir choisir leur camp. Ils le disent assez clairement et ils le montrent dans les choix politiques, aussi bien de politique générale que de politique économique. Eux, dans leur idéal, ils veulent pouvoir se placer à l'équilibre, donc ils peuvent conclure aussi bien des accords avec la Chine qu'avec les États-Unis, et ils sont très preneurs justement d'avoir une position un peu européenne. Alors c'est pas forcément la position européenne, pour eux c'est avant tout leur position, c'est ce qu'ils souhaitent, avoir quelque chose dans lequel on n'impose pas de choix entre deux systèmes, entre deux pays différents et dans lequel ils peuvent vivre avec les deux. Donc en cela, en réalité, il y a plutôt une demande d'avoir un peu une pacification, d'avoir des échanges avec tout le monde, c'est ça qui est souhaité. Si on prend par exemple l'Inde, qui est quand même pas forcément le pays le plus ouvert commercialement, l'Inde a demandé en mai
lors du sommet avec l'Union européenne, à rouvrir des négociations pour avoir des accords commerciaux avec l'Union européenne et pour s'ouvrir comme cela. Et comme le disait François, on a plusieurs accords avec des pays de la zone qui sont eux aussi demandeurs d'avoir une position un petit peu comme ça ouverte avec tous les partenaires. Ce qu'ils souhaitent justement, c'est éviter que s'impose cette lecture de la situation sur le plan économique qui soit il faut absolument choisir entre deux pays. Ça, ils souhaitent vraiment l'éviter. Je peux tout à fait témoigner de ça. Et je pense que ça varie d'un pays à l'autre en fonction de l'histoire, des relations avec les grands partenaires, etc. Mais on est toujours perçu comme étant justement une voie qui leur permet de ne pas être obligé de choisir entre un camp et l'autre. Je prends l'exemple de, vous savez, la Thaïlande. La Thaïlande est un des rares pays qui n'a jamais été colonisé dans cette région-là. Et elle le doit au fait qu'elle a toujours su gérer ces grands équilibres de relations avec les grandes puissances du monde. Et elle continue à le faire. Et je pense que c'est aussi un atout dont on n'est pas assez convaincu. Mais je pense que c'est vraiment l'intérêt bien compris de l'Europe et de l'ASEAN de se rapprocher pour constituer ensemble un multilatéralisme qui profite à tout le monde. Notre atelier touche à sa fin, je suis désolée. On est très regardé sur le temps. Et donc, merci beaucoup, Pierre, François. Merci vraiment pour... Merci. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous partager à part ou par ailleurs d'autres expériences toujours intéressantes. Si vous avez des questions, merci à vous d'avoir participé. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. On se tient à votre disposition. Passez une très bonne journée et au plaisir.